Je vais rapidement passer en revue droit d'ingérence, responsabilité de protéger et justice internationale, les trois thèmes un peu de notre rencontre. Tout à l'heure, Niels a fait un historique de la question. Il est remonté à 86 premières résolutions, peut-être qu'il y en a avant, mais pour moi, la question est devenue sensible dans les années 90, autour notamment du génocide rwandais, quand on a eu l'impression qu'une indignation s'élevait dans beaucoup de pays du fait de ne pas pouvoir empêcher un massacre, un génocide. Et donc, à la suite de cela, l'idée d'un droit d'ingérence a été défendue, imposée. Donc elle avait des préliminaires, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Et sa première application sous cette forme, on vient aussi d'en parler, c'était la guerre du Kosovo. Parce qu'avant, il s'agissait de forces d'interposition, protection de la paix, mais la guerre du Kosovo ne l'était pas. Et au cours de cette intervention-là, qui est un peu un modèle de ce qui a suivi, on a donné des justifications qui m'ont paru, sur le moment déjà, assez singulières. Et je voudrais vous en lire une parce qu'elle a un peu valeur d'exemple pour la suite. Je l'extrais à un discours ou un texte de Václav Havel. Est-ce que vous vous souvenez que le chef d'État nouvellement élu de la Tchécoslovaquie était un ardent soutien de l'intervention humanitaire, comme d'ailleurs la plupart des anciens dissidents des pays de l'Est. C'est une autre question de se demander pourquoi. Mais donc Václav Havel écrivait cette formule en parlant de la guerre du Kosovo. Il y a une chose qu'aucune personne raisonnable, évidemment ça écarte pas mal de monde, aucune personne raisonnable ne peut nier. C'est probablement la première guerre conduite non au nom de l'intérêt national, mais de principes et de valeurs. Si l'on peut dire d'une guerre qu'elle a été éthique ou qu'elle a été conduite pour des raisons éthiques, c'est bien de cette guerre-là. Cette formule m'a frappé sur le moment, non parce qu'elle est particulièrement originale, mais parce qu'elle affirme qu'il s'agit là de la première guerre conduite dans cet esprit. Or, il me semble que dans l'histoire, on connaît beaucoup plus de guerres qui se sont données comme justification des valeurs et des raisons morales et éthiques, que des guerres qui se sont déclarées, des guerres d'avidité, de conquête, de triomphe de mes propres intérêts. Pensez dans le passé lointain, aux croisades, aux guerres de conquête en Amérique latine, enfin en Amérique, des Espagnols et des Portugais, qui voulaient conquérir uniquement pour apporter la meilleure religion du monde à ces peuples qui l'ignoraient. Pensez évidemment aux guerres révolutionnaires, je veux dire françaises, à l'idéologie qu'on trouvait derrière les conquêtes napoléoniennes, qui était qu'on apportait la liberté, égalité et fraternité aux autres peuples européens, qui d'ailleurs dans un premier temps croyaient que c'était vrai. Pensez à toutes les guerres coloniales, et là je rejoins vos 100 ans en arrière, qui étaient de façon assez systématique conduites pour apporter la civilisation, pour apporter les bienfaits de la technologie, etc. Mais pensez aussi, pour ne pas épargner d'autres sensibilités, aux guerres d'expansion du communisme, qui, elles aussi, ont été conduites au nom du bien suprême qu'on apportait au peuple lointain, même si, en réalité, on s'en est aperçu au bout d'un moment, elles servaient essentiellement les intérêts
d'un pays parmi d'autres. Donc, cette guerre n'avait rien de si exceptionnel, elle avait des objectifs géopolitiques, des intérêts autres que le pétrole, ça arrive aussi, et très rapidement, elle est devenue une guerre où les uns avaient des armes tellement plus puissantes que les autres qu'il s'agissait d'une expédition de punition plutôt que d'une guerre. Les tiers, comme tout à l'heure on en a cité, et je vais y revenir aussi, les observateurs de pays tiers observaient avec surprise qu'en réalité, là je cite une formule qui était parue dans le journal Asahi Shimbun de Tokyo, on tue au nom des principes humanitaires. Cette articulation de l'objectif censé être noble avec le moyen plutôt ignoble n'a pas été démentie dans ce cas-là. L'un des inconvénients de ces interventions, évidemment, a été l'application sélective de la justice. Mais surtout cela, je passe très vite parce que je pense que je prêche les convertis. Mais s'il y a des doutes, on peut chercher des exemples. Application sélective, puisque cette intervention se produisait dans certains cas, pas dans d'autres. Pourquoi? Les infractions aux droits de l'homme ou même les crimes de guerre et autres sont si répandus que s'il fallait les redresser tous, on serait dans une logique que Charles Péguy, l'écrivain français à l'époque de la Première Guerre mondiale, enfin de l'affaire Dreyfus, formulait de cette manière: il y a dans la Déclaration des droits de l'homme de quoi faire la guerre à tout le monde pour la durée de tout le monde. Bref, une guerre ininterrompue nous est assurée si nous prenons vraiment cet étalon-là. Est-ce que, quand on se donne un objectif moral, là je touche un peu à une autre de vos questions, on ne risque pas de se donner une tâche surhumaine? Est-ce que l'éradication du mal, l'éradication de ces infractions n'est pas un objectif si élevé que d'abord il ne sera jamais atteint, mais d'autre part il légitime tous les moyens mis à son service? À cette époque, j'ai écrit pour la première fois sur le sujet et je trouvais qu'on pouvait remplacer peut-être la formule droit d'ingérence par une autre qui serait devoir d'assistance. Non pas un droit, mais un devoir d'aider, et d'assistance et non pas d'ingérence, c'est-à-dire excluant toute intervention militaire, mais éventuellement apportant une aide humanitaire. C'était peut-être encore trop rêvé. Depuis, donc, il y a eu, deuxième pas, le remplacement. Là, je ne peux que résumer ce que dit Niels, donc je ne vais pas le faire, de la formule droit d'ingérence par responsabilité de protéger, R2P. Et dans ce cas, en fait, il s'agissait de donner un meilleur habillement à la même chose, parce que si on ne précise pas en quoi consiste cette responsabilité de protéger, on n'a rien dit. Or, responsabilité de protéger peut s'entendre comme une intervention d'apporter de l'aide humanitaire ou d'intervenir ponctuellement pour empêcher un massacre, ou de renverser le gouvernement si méchant de ce pays qui fait qui commet de telles agressions contre sa population. Donc là aussi, en fait, à moins d'une précision supplémentaire, il ne s'agit de rien d'autre que de ce qu'on avait vu auparavant.
Donc cette formule a l'air d'être plus prudente, mais restant aussi imprécise, elle ne l'est pas. Dès l'instant où ce sont les gouvernements qui interviennent et les forces militaires qui détruisent les forces du mal, l'axe du mal, alors on est dans la suite de la logique antérieure. Mais cette intervention, la dernière intervention, donc celle de la Libye, a eu une caractéristique différente qui a beaucoup frappé les esprits, et même des personnes aussi, enfin des commentateurs aussi réticents à l'égard des idées de droit d'ingérence que Pascal Boniface, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, ou Hubert Védrine, se sont trouvés du côté du soutien de l'intervention en disant oui, mais cette fois-ci, elle a été véritablement autorisée. Et donc, je voudrais un instant m'attarder à cette autorisation. Premièrement, sur le fait que toute cette légitimité repose sur une décision du Conseil de sécurité. Or, on ne mentionne pas dans ce cas, en s'appuyant là-dessus, on ne mentionne pas le fait que le Conseil de sécurité n'est pas une instance qui elle-même aurait une légitimité autre que la puissance de ses membres. En effet, les membres du Conseil de sécurité étaient au point de départ tout simplement les 4 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, auquel on a ajouté la Chine dans la mesure où elle faisait aussi partie d'abord du monde communiste, donc l'Union soviétique à l'époque était en bon terme avec elle, et puis des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces 5 pays ne correspondent en rien dans le monde d'aujourd'hui aux représentants de l'humanité. En fait, des pays aussi peuplés que les 5 pays en question ne figurent pas dans le Conseil de sécurité. Et de plus, le Conseil, chaque membre permanent du Conseil a donc le droit de veto, ce qui veut dire que non seulement ces pays-là, ou les pays qu'ils choisissent de protéger, ne pourront jamais être frappés par une quelconque décision du Conseil de sécurité, mais que même si ces pays commettent des transgressions criantes de leur propre législation ou de la législation internationale, ils ne seront jamais inquiétés. Donc, est-ce encore une justice lorsqu'elle n'est pas applicable à tous ceux qu'elle concerne? S'il y a 2 catégories d'États, en l'occurrence, les États adultes et les États enfants, les États qui décident eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire, et les autres pour qui les grandes personnes leur tapent sur les doigts si une telle chose se produit. Où est alors la légitimité d'une telle décision? Vous me direz, mais ça vaut mieux que rien, que la guerre de tous contre tous, peut-être, mais n'appelons pas cela justice. Disons que c'est le droit du plus fort, comme du reste, de temps en temps, on le dit de façon ouverte. Ensuite, là c'est Anne-Cécile Robert qui en a parlé, l'idée que, comme on l'entend souvent, que c'est un moyen de surmonter cette situation fort insatisfaisante dans laquelle Charbonnier reste maître chez lui. C'est bien ça la formule? Donc cette formule était perçue comme traduisant un état regrettable où un gouvernement pouvait massacrer son propre peuple sans que personne ne l'en empêche.
Mais si l'on renonce à ce principe qui est celui de non-intervention, en somme de souveraineté populaire de chaque État, on le remplace par quoi? Par charbonnier maître partout. Donc ce sont les quelques États membres du Conseil de sécurité et à condition que les autres membres restent neutres, qui imposent sa volonté partout. Inutile de dire que c'est exactement ce qui s'est produit ces dernières années. Enfin, et là je reprends encore plus littéralement votre question, enfin la première question que vous nous avez posée, on ne peut manquer d'être frappé que les puissances qui ont conduit cette dernière intervention n'étaient rien d'autre que la Grande-Bretagne et la France, c'est-à-dire les deux pays qui, pendant un bon siècle, un siècle et demi, dominaient le monde entier, les deux grandes puissances coloniales. Lorsque les journaux français se sont mis à écrire le destin de Tripoli, mais sans aucun usage des guillemets, sans aucune réticence, je ne parle pas de la presse de caniveau, c'était les journaux que nous lisons, nous les gens bien intentionnés. Le destin de Tripoli est décidé entre Paris et Londres. Là, effectivement, on pouvait avoir l'impression qu'on avait reculé 120 ans en arrière, à la fin du XIXe siècle, quand ce genre de questions était réglé effectivement dans ce cadre. Rappel un peu gênant, et j'avais l'impression que la France et la Grande-Bretagne, de plus, s'étaient sentis un peu dépossédées de leur rôle de puissance mondiale depuis quelque temps. Il faut bien le dire, elles ne le sont plus, et que là, grâce à la bienveillant encadrement états-unien, elles pouvaient de nouveau décider des destinées du monde entier. Donc, pour en venir plus directement à l'exemple libyen, bien qu'il soit déjà présent, il est clair que l'interprétation de la résolution de l'ONU était tout à fait abusive, qu'on répétait à qui voulait l'entendre, enfin certains des représentants de ces gouvernements disaient mais il n'est pas question, nous ne voulons pas déposer Kadhafi, non, on veut juste arrêter le bain de sang. Mais pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères français, le président français disaient Kadhafi doit s'en aller. Donc son destin était vraiment décidé dans les chancelleries occidentales. La réalité de ce qui s'est passé, à ma grande surprise, là aussi, de notre presse, avec quelques exceptions vaillantes, je n'ai pas lu de description de ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois dans notre presse. Je lisais une sorte de résumé des communiqués de l'OTAN, avec tant d'avancées, tant de recul, on a fait ci, on a fait ça, mais comme si tout était à prendre à la lettre. Et ça me paraît très difficile à avaler, donc je vais proposer maintenant une explication géopolitique de mon cru qui n'a absolument aucune puissance derrière elle. Mais je me dis que ce qui s'est passé, c'est quand même indirectement le résultat des printemps arabes, mais pas tout à fait de la manière que l'on a dite. Ces printemps arabes ont renversé des dictateurs qui étaient extrêmement bienveillants à l'égard de la politique occidentale, tels que Ben Ali, Moubarak, et donc menacés dans d'autres cas, mais enfin on a arrêté la casse par Arabie Saoudite interposée. Mais sur le pourtour méditerranéen, soudain,
se créait une situation différente de la situation précédente qu'on contrôlait, puisque toutes ces dictatures, tous ces États, ces autocraties étaient nos meilleurs alliés. On a l'impression, enfin des gens comme moi ont l'impression que dans ce climat d'incertitude, ce qui va sortir de ces mouvements de révolte et de bouleversement dans les pays arabes méditerranéens, les Occidentaux et leurs alliés ont dû se dire qu'il fallait peut-être s'assurer de la bienveillance d'au moins un gouvernement dans la région. Et coup de bol, ce gouvernement est dirigé par une sorte de dictateur fou. Première circonstance favorable. Et deuxièmement, c'est les plus grandes réserves pétrolières du continent africain. Pourquoi ne pas mettre en place un gouvernement qui nous devra son existence? Au moins là, on pourra être assuré de sa fidélité. Ce n'est peut-être pas vrai, mais voilà, ça serait un peu plus rationnel que ce qu'on a essayé de nous vendre comme une guerre démocratique alors même que les leaders de la révolte étaient le numéro 2, 3 et 4 du gouvernement de Kadhafi, qu'il avait suivi et servi pendant 40 ans, qui avait été responsable des pires répressions dans les années précédentes, du procès des infirmières bulgares que je n'oublie pas, et d'autres actes de guerre. J'ai été aussi frappé, je disais tout à l'heure à Ronnie, par une coïncidence de chiffres. Vous vous souvenez que vers le 24 août, il y a eu une lettre publiée dans la presse française selon laquelle le Conseil national de transition promettait 35% de l'exploitation pétrolière à la France si on lui assurait un soutien permanent. Ça a été immédiatement démenti, rien de tel, ça n'avait existé. Mais dans les premiers jours de septembre, j'ai été frappé en lisant une interview de Gérard Longuet, qui est le ministre français de la Défense, affirmant que la France avait pris plus que sa part dans les bombardements du territoire libyen, très exactement 35% des missions de bombardement. Ces deux chiffres assez précis m'ont frappé. Je me suis dit, mais quelle belle coïncidence. L'effort est vraiment récompensé. Quant aux États-Unis, qui ne sont pas intervenus de façon avec leur propre armée, mais seulement de manière logistique, mais apparemment décisive, puisque l'Europe n'est pas une puissance, elle dépend de l'OTAN. Les États-Unis ont, dans un premier temps, par la bouche de leur président, affirmé qu'il ne s'agissait pas du tout de viser Kadhafi. Donc si l'OTAN bombardait tout le temps les palais et les casernes de Kadhafi, c'était juste parce qu'on essayait de protéger le peuple, mais s'il mourait par hasard, ce n'était pas intentionnel. Mais dans un deuxième temps, c'était le 28 mars, Obama a tenu un discours où il a légitimé son intervention en disant qu'il considérait légitime de cette intervention pour prévenir des génocides. Donc ça, c'est un peu la logique d'Amnesty, si j'ai bien compris. Assurer la sécurité régionale, une belle formule, et maintenir la liberté de commerce. Alors j'ai été très surpris de découvrir que maintenir la liberté de commerce, c'était aussi une raison suffisante pour une intervention de ce genre. La guerre de l'opium. Et parce qu'Obama est un bon orateur et qu'il savait qu'il fallait justifier d'une certaine façon ce qu'il affirmait,
eh bien, il a dit d'où vient cette mission dont nous sommes chargés. C'est en tant que, là je le cite, en tant que nation la plus puissante du monde. C'est donc ce même droit du plus fort qui se trouve désigné comme source de légitimité. Alors je voudrais juste dire un mot sur la justice internationale, la CPI en particulier. Je pense que nous tous rêvons en tant qu'enfants innocents à une justice presque divine, en tout cas qui transcende les frontières en deçà et au-delà des Pyrénées. Un crime reste un crime, etc. Mais concrètement, il faut bien se dire que la justice ne mérite ce bon nom que si elle s'appuie sur une force de police qui peut arrêter les criminels. Sinon, prononcer des jugements sans cette force, c'est produire des ballons de bulles de savon. Or, à qui appartient la force? Eh bien, comme par hasard, elle appartient au même pays, c'est-à-dire aux membres permanents du Conseil de sécurité. D'ailleurs, la CPI ne peut mettre en accusation une personne qu'avec l'accord de la CPI. Donc, si on dit que George W. Bush a conduit une guerre au nom d'un prétexte imaginaire d'armes de destruction massive et qu'on veut le poursuivre parce qu'il est responsable de la mort de quelques centaines de milliers de personnes qui n'avaient rien à voir ni avec le 11 septembre ni avec aucun autre crime de ce genre, eh bien, son pays pose son veto et la question est arrêtée là. D'où ce que je rappelais dans ma question tout à l'heure, les seules personnes incriminées jusqu'à présent sont des chefs d'État ou des chefs de guerre de pays africains qui ne bénéficient de la protection d'aucune des grandes puissances membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité. On s'est beaucoup réjoui aussi, ça tombait presque dans les mêmes journées, de l'arrestation de Ratko Mladic. Et les représentants de la CPI et tous leurs admirateurs ont dit, vous voyez, les criminels de guerre n'ont qu'à bien se tenir, on les arrête tôt ou tard, justice est faite parce que la CPI veille. Mais je pense que là aussi, ce n'est pas parce que la CPI veille, c'est parce que Mladic n'avait plus aucun protecteur et que la Serbie avait bien compris qu'il fallait livrer Mladic pour pouvoir entrer dans l'Union européenne un jour, même si maintenant on lui dit qu'il y a quelques autres petits obstacles sur les 110 mètres, mais elle va y arriver prochainement. Donc, lorsque la CPI a accusé Kadhafi, ses fils et ses généraux de crimes contre l'humanité pour qu'ils répondent devant la CPI, pour moi, je vous avoue, je ne vois aucun triomphe de la justice, je vois un dénigrement de la justice, parce que la justice est transformée en un outil parmi d'autres pour délégitimer l'adversaire. Et donc, le jour, on attend que l'OTAN déclare la guerre pour pouvoir dire ensuite « Ah oui, mais nous aussi, on le déclare personne coupable de méchants crimes, donc si seulement on l'attrape, c'est nous qui allons le juger. » Je ne pense pas que ça soit un mérite, enfin que ça soit à la gloire de la justice. Alors pour terminer, on pourrait m'objecter la chose suivante. De toutes les façons, quelqu'un me dit, de toutes les façons, à quoi bon t'exciter là-dessus?
le monde des relations internationales n'a jamais été gouverné par le droit. Il y a des petites conventions, des ententes ici et là, mais il n'a jamais été gouverné par le droit. Parce que justement, pour la raison que je viens de dire, il faut une armée, mais l'armée appartient à des pays et pas à un gouvernement mondial, Dieu nous en préserve. Puisque c'est ainsi, au fond, ce qui est indigne, c'est toujours mon contradicteur qui parle, ce qui est indigne, c'est uniquement l'hypocrisie. C'est uniquement qu'on dise c'est pour des raisons humanitaires. Bon, ben, prenons que c'est une sorte de pure formule de politesse, comme il y a d'autres formules de politesse. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, au lieu de dire « je vous dis de faire cela parce que je suis plus fort que vous », il est plus poli de dire « parce que vous transgressez les droits de l'homme ». Et on pourrait même dire que, comme La Rochefoucauld, que l'hypocrisie est un hommage du vice à la vertu, que donc au moins on prêche la vertu, même si on ne la pratique pas. J'avoue que je ne suis pas convaincu par cet argument de mon contradicteur imaginaire, et j'ai plutôt le sentiment qu'on compromet durablement des idées comme démocratie, justice, droits de l'homme, si au nom de ces nobles principes, on conduit la politique que voici. Merci.